Vivez-vous bien dans votre logement? Votre logement répond-il à vos besoins de bien-être? De nombreux référentiels existent. Répondent-ils réellement à ces questions que nous nous posons sur la qualité du logement? Bonjour, bienvenue. Pour répondre à ces questions, nous avons constitué une équipe composée de maîtres d'ouvrage avec Elsa Sauter, qui représente la SADEF 94, Stéphanie Ancinelli, qui représente Care Promotion, acteurs de la ville, tous les deux, puis des maîtres d'œuvre, Arte Charpentier, avec Viviane Chloé, architecte, et moi-même, Nathalie Leroy, paysagiste. Toutes les idées que nous allons vous exposer ont été passées au prisme du concret, justement en lien avec nos maîtres d'ouvrage. Quelques chiffres qui montrent la constance de la problématique de la qualité du logement. Nous-mêmes, en tant que maîtres d'œuvre, nous travaillons sur une matière première qui est celle de l'espace, et toutes les solutions que nous allons vous proposer tournent autour de l'espace. Et je voudrais citer un architecte un peu connu, Paul Chemetov, qui très récemment disait « Arrêtons de superposer des surfaces en mètres carrés, mais raisonnons en mètres cubes de sens. » Mais qu'est-ce que c'est le bien-être? Donc c'est une notion d'une grande subjectivité. Donc nous nous sommes appuyés sur la définition de l'OMS, la santé étant comme un état complet de bien-être, autant de points de vue physique, mental ou social. De cette façon, nous sortons de la subjectivité et on peut rentrer dans les critères objectifs de bien-être. Pour commencer, nous avons mené une enquête au sein de l'agence sur un échantillon d'une 50aine de personnes. Un échantillon certes imparfait, mais au résultat, nous avons en fait des considérations et des envies qu'on pourrait dire un peu universelles. Besoin de lumière, besoin d'espace et également besoin d'un lien avec le quartier et des aménités qui permettent de se sentir bien dans son logement. Ces éléments d'enquête réalisés par l'agence Arte font écho avec l'approche que nous avons eue, nous, Care Promotion, opérateur promoteur orienté sur le produit logement, puisqu'on a travaillé avec des chercheurs et experts dans la santé dans le bâtiment. Et je voulais juste prendre quelques minutes pour élargir au-delà du bien-être à la santé dans le logement, pour vous parler donc de notre label santé qu'on a développé sur justement une réflexion des impacts et des facteurs qui impactent sur la santé dans le logement à travers 11 thématiques que l'on met en place sur toutes nos opérations et donc qui vont un peu au-delà du bien-être sur des sujets de qualité de l'air, qualité de l'eau, électromagnétisme et également un point important qui est le confort thermique d'été et d'hiver. On voit bien que tous ces sujets sont des déterminants à la fois du bien-être et de la santé. Parmi une grande variété de façons d'habiter, donc nous avons choisi de nous concentrer sur les critères en rapport avec l'espace, parce qu'il y a tous les critères cités par Stéphanie, mais nous, dans notre cadre de concepteur, on trouve qu'on s'est concentré sur l'espace. Donc, la lumière, donc le premier critère, c'est la lumière. C'est sous l'angle de la luminosité. L'espace, mais plutôt comment créer de la sensation d'espace. Le calme, c'est pouvoir s'abstraire du bruit ambiant à l'intérieur de son logement vis-à-vis de l'extérieur. L'espace extérieur, après la crise sanitaire, c'est un besoin évident, mais il faut amener plus de qualité à ces espaces. Et le cadre de vie, c'est dans le sens de comment on interagit avec ce qui nous entoure. C'est la notion de sociabilité, pardon, le mot m'avait échappé. C'est la notion de sociabilité. On ne peut pas décréter la sociabilité, mais on peut la favoriser. Ces 5 critères, nous les avons croisés avec 3 échelles. Si vous vous souvenez, au début, on a parlé de la définition de la santé par l'OMS, bien-être physique, mental, social.
À l'échelon de l'individu, on doit répondre au bien-être physique. Néanmoins, pour le bien-être mental et le bien-être social, on est bien là dans le rapport à l'autre et dans la sociabilité. Dans ce cas, nous avons continué nos réflexions en se disant, bon, mais ce bien-être dans la sociabilité, comment on le crée? Comment on arrive à créer du partage d'espace, du partage au sein d'un bâtiment? Qu'est-ce qu'on est prêt à partager ou pas? Comment on arrive à générer cela? Et la réponse au bien-être, elle se fait bien à ces 3 échelles. Et nous sommes arrivés à développer 5 concepts qui ne sont pas exhaustifs. Ces 5 premiers concepts qui travaillent sur l'espace et qui réunissent tous ces critères et que nous avons voulu très concrets, même si les solutions sont modestes, elles sont pragmatiques et elles sont applicables simplement. Alors, all inclusif. Comment s'approprier des espaces collectifs parfois délaissés? Donc, l'idée, c'est sortir le hall d'entrée seulement de la circulation, d'un lieu de circulation, sortir le vélo de son rôle de stockage et tirer parti de la nouvelle réglementation qui vient de paraître, qui est plus généreuse en termes de surface de local vélo, pour créer des véritables lieux de vie et de partage. En tant qu'aménageur, on réfléchit beaucoup sur l'espace public. L'espace public, c'est un espace qui doit répondre à des fonctionnalités toujours plus importantes, avec cette envie et ce besoin de densité, de mixité. Et on a besoin pour ça de s'assurer que toutes ces fonctions se superposent, mais surtout que cet espace public, ce soit un espace appropriable. Parce que l'espace public, ce n'est pas seulement un espace au service de tous, c'est un espace qui appartient à tous. Et l'idée du hall inclusif ici, c'est un peu un trait d'union entre la problématique du dehors et du dedans, et cette idée que dans un hall, comme dans l'espace public, si on ne fait que superposer des fonctions, on ne fait plus que se croiser dans des espaces qui sont finalement uniquement fonctionnels, et toute notion de rencontre devient impossible. Nous, notre métier est plutôt de travailler sur le dehors, mais ici, je trouve que le concept d'ouverture des différentes cloisons permet d'avoir cette même idée que quand on est dans un espace éclairé, aménagé, qualitatif, notre rapport à l'espace et aux autres dans cet espace change beaucoup. Demain, ce grand local vélo qui devient ouvert sur le hall, donc éclairé, me permet non pas seulement de venir garer en vitesse mon vélo dans un local sombre, mais peut-être de prendre le temps de le regonfler, de discuter avec celui qui est venu ouvrir son courrier, celui qui attend un ami dans un hall confortable. Et donc on a cette idée, voilà, quand on est dans des espaces mieux aménagés, on a plus envie d'y rester. Après, il y a aussi la question de l'utilisation ou de la mauvaise utilisation de ces halls. On connaît aussi tous les sujets comme cela. On a un constat qui est quand même que le côté confidentiel est souvent propre à des usages qui sont des mauvais usages. Et donc, on prend le parti, comme on le fait souvent sur l'espace public, qu'un espace plus visible, plus agréable et plus partagé permet, à minima, d'enlever les conduites de mauvais rangement, de mauvais stockage. Et donc, c'est l'idée de travailler ce type de hall. Encore une fois, ça nécessite après d'avancer cas par cas, mais on pense vraiment que la rencontre et l'aménagement confortable avec la lumière nous permet d'envisager une rencontre plus qu'un simple croisement. Nous, en tant qu'opérateur, on a également réfléchi à la proposition d'espaces qui favorisent le lien social et la rencontre en pied d'immeuble, avec une proposition, on voit sur le schéma de l'agence Arte, ici on travaille sur des zones de coworking intégrées au hall. Nous, en tant qu'opérateur, on a réfléchi à proposer dans nos logements, systématiquement en pied d'immeuble, des espaces de travail, de coworking, qui sont dédiés aux habitants de la résidence, mais bien souvent également ouverts sur le quartier, parce que les élus, les collectivités nous le demandent, et aussi parce qu'on trouve que c'est tout à fait intéressant pour faire en sorte de tourner la résidence vers l'extérieur et vers son quartier, et proposer un cadre de vie qui soit agréable, et du coup, bien sûr, favoriser le bien-être général. Autre vecteur de lien social, c'est
autre vecteur de lien social, c'est le second concept qui a été développé par l'agence Arte, le inside out. La question étant qu'on se pose ici, c'est comment faire pour utiliser des espaces qui jusqu'alors étaient mal utilisés, comment faire pour finalement récupérer de l'espace dans les parties communes. Oui, l'idée ici, c'est comment proposer un appartement extensible, utilisant ces espaces résiduels. Donc, comme dans les principes antérieurs, sortir de l'idée que les parties communes, c'est seulement une partie de circulation, sortir de nos appartements des objets qui prennent beaucoup de place, qu'on utilise peu, qui sont encombrants, et créer un rangement qui soit un début de partage collectif. C'est initié par un acte concret, un lien social. Le voisin, il n'est plus celui-là qui me dérange, mais c'est celui-là qui m'aide. Et Flex Home, c'est le prochain concept, c'est comment créer un logement adaptable aux besoins familiaux, mais sans travaux. Donc, une solution, donc, nous proposons une solution par cloison amovible adaptable qui, avec les systèmes structuraux qui sont de plus en plus publicités aujourd'hui, cela est possible. C'est qu'il y a quelques années avant, ce serait un peu plus compliqué. Donc, par exemple, on peut imaginer que Gian Hugo emménage dans son logement tout neuf. Et à la naissance de Manon, ils peuvent l'adapter pour sa fille. Pendant la journée ou dans le cas d'une fête, ils peuvent adapter leur séjour à leur usage quotidien avec un cloisonnant, décloisonnant. Ils ont de la possibilité de le faire. Et dans 20 ans, ils peuvent accueillir un parent qui devient dépendant. Donc, c'est comme dans le principe dual inclusive. On ne crée pas plus de surface, mais on crée la sensation d'espace. Et surtout un espace qui est façonnable à l'image de celui-là qui habite. En tant qu'opérateur et fabricant de la ville, on se projette tous sur une flexibilité qui est souvent très très large. On imagine l'évolutivité du logement à long terme. Nous, dans les faits, le témoignage que je voulais apporter ici en tant qu'opérateur, c'est que dans nos bulles de vente, on a souvent des clients qui ont une réflexion plus court terme, ou en tout cas au jour le jour, et on sent, et on a beaucoup échangé là-dessus ensemble, que la flexibilité, c'est une très bonne idée, mais il faut qu'elle se fasse avec des réflexions sans trop de travaux, en proposant des solutions avec peu de travaux nécessaires par l'occupant du logement. Passons dehors. On pourrait se dire les espaces extérieurs sont éventuellement annexes. Alors effectivement, on a nommé notre sujet Flex Annexe, mais en fait, ces espaces sont absolument indispensables. Et la question qui se pose, c'est effectivement quand on a un espace extérieur, comment est-ce que je vais me l'approprier? Comment est-ce que je vais pouvoir me garder des regards du voisin? Comment je vais pouvoir garder mon intimité? Et comment est-ce que je vais pouvoir utiliser cet espace? Si je n'ai pas la main verte, par exemple, qu'est-ce que je vais faire de mes jardinières, s'il y en a? Donc nous proposons un principe d'aménagement qui permet de combiner différentes fonctions et une forme de réversibilité de ces fonctions. C'est-à-dire, par exemple, on peut envisager une cuve de rétention d'eau qui va permettre d'arroser les plantes, et cette cuve va jouer le rôle de pare-vue avec le voisin. On peut envisager des bancs qui peuvent faire coffre pour ranger ce qu'on n'arrive pas à ranger ailleurs, ou devenir des jardinières. En fait, le principe, c'est vraiment la modularité, la flexibilité, afin de pouvoir s'approprier au mieux ces espaces. Peut-être juste sur le balcon, ce que je trouve intéressant ici, c'est que le balcon, c'est une belle illustration d'une zone de frottement dans les concepteurs de la ville, avec souvent
on va dire, une idée de départ du concepteur, notamment de la façade, qui veut qu'elle soit vue. Donc on a quelque chose de très léger, de très voilà, subtil. On a des gestionnaires et des collectivités qui viennent se désoler un peu de l'usage des balcons comme espace de stockage, des vélos, des cartons. Et on a des utilisateurs qui se disent, effectivement, j'ai pas assez de place dans mon logement, donc je cherche à pallier par mon balcon. Ou tout simplement, finalement, ces mètres carrés en plus, c'est pas évident de m'y projeter, de savoir comment les aménager, quoi y faire. Est-ce que j'ai la main verte, pas verte, comme le disait Nathalie. Et ce que je trouve intéressant ici, c'est la logique de la micro-échelle, où finalement, avec un mobilier et avec une incitation, on cherche à faire de l'appropriation positive. C'est-à-dire de se dire, faut pas blâmer les gens s'ils n'utilisent pas leur balcon, il faut aussi leur mettre le pied à l'étrier et essayer d'accompagner la notion d'appropriation plutôt que de toujours trouver des solutions techniques avec des garde-corps opaques pour être sûr que les gens puissent faire ou pas faire derrière. Donc voilà, c'était l'idée un peu de travailler l'appropriation. C'est celle aussi du concept suivant. Donc effectivement, on peut passer sur le toit. Les questions des toitures végétalisées, ça fait maintenant de nombreuses années qu'elles sont dans les prescriptions des villes, des aménageurs et maintenant même des constructeurs en règle générale pour répondre. Alors en premier lieu, ça a été la biodiversité, l'idée de continuité écologique. Ensuite, on a parlé de rétention de l'eau et de stockage des pluviales. Aujourd'hui, on essaye d'avoir de l'îlot de fraîcheur en mettant suffisamment d'épaisseur de terre. Et les différents confinements et périodes d'enfermement ont rajouté cet objectif d'accès à la toiture. Donc aujourd'hui, je ne vais pas dire systématiquement, mais très régulièrement, quand un opérateur constructeur arrive, il y a une proposition d'accès à la toiture. Pour autant, on a souvent du mal à passer l'écueil de comment va fonctionner cet espace, qui va l'utiliser, est-ce que cette partie commune sera vraiment à tous, est-ce qu'il n'y aura pas des mauvais usages ? Et ça se termine souvent par soit pas d'accès dès le démarrage, soit un accès qui est fermé rapidement après. Ici, on cherche à trouver une solution qui est un peu double. C'est l'idée d'accès à la toiture et aussi l'idée que dans une conception architecturale, le 100% d'espace extérieur est compliqué. Il y a des endroits où il sera difficile de mettre un balcon et pour autant on est convaincu qu'il faut 100% d'espace extérieur, 100% des logements avec un espace extérieur. Et donc venir se dire que le toit n'est plus un espace, là pour le coup, partie commune à tous, dont on fait un peu tout ce qu'on veut, on vient dire certains logements de mon immeuble n'ont pas de balcon, je permets d'avoir un espace extérieur privatif sur le toit qui est accessible à la personne qui n'a pas de balcon, n'a pas d'espace extérieur et donc peut ici avoir une petite parcelle d'espace extérieur. Le pari là-dessus, qui n'est pas encore une fois, c'est pas un pari universel sur toutes les résidences, mais c'est de se dire que quelqu'un qui a un appartement plutôt de petite taille et sans espace extérieur, son besoin d'appropriation de cet espace complémentaire sera plus important que finalement celui qui a déjà un grand balcon, un grand appartement. Et donc c'est d'essayer de travailler, et on vous dira dans les prochaines années si tout ça a bien fonctionné, mais c'est d'essayer de trouver des solutions pour qu'encore une fois ce soit l'appropriation positive qui permette de faire évoluer les pratiques. Nous, en tant qu'opérateurs, on trouve cette idée tout à fait intéressante à explorer. On va poser la question de savoir si c'était valorisable. Le promoteur, on lui pose souvent la question de si ça rapporte aussi dans l'opération. Et en fait, c'est la même réponse que quand on a des balcons ou des terrasses. Quand les gens achètent, ils achètent potentiellement acheter des espaces extérieurs en toiture pour privatif, ça a du sens. Il ne faut pas revenir sur l'écueil dont parlait tout à l'heure Elsa, c'est qu'il faut faire attention à ce que ça ne génère pas de nouvelles nuisances. Donc à notre sens, il faudra réfléchir dans la conception au juste dimensionnement pour ne pas avoir non plus des parcelles peut-être trop importantes qui recréeraient des moments de fête ou autres où on se retrouve avec des problèmes de bruit. Mais ça nous semble intéressant à explorer et probablement dans des copropriétés aussi où de taille peut-être restreinte, limitée, où on sait que le vivre ensemble est plus simple que dans des copropriétés très très importantes où il y a souvent moins de respect du voisinage. Mais voilà, en tout cas, concept très intéressant, on trouve également en tant qu'opérateur. Je suis allée un peu rapidement. Faisons le point. Donc effectivement, on vous a exposé 5 concepts.
Le postulat de départ qui dit qu'effectivement, on a tous une manière de vivre différente, une manière d'appréhender l'espace différente. Ce concept a été, on a cherché à répondre à ce principe par le fait que un des éléments importants est de pouvoir choisir la façon dont on va habiter son logement. Les 5 concepts déclinent cette possibilité de choix et de modularité. Par ailleurs, on voit bien aussi que le bien-être, c'est le rapport à l'autre, le rapport à l'extérieur, mais le rapport social. Et quand on propose effectivement le hall inclusif qui fait tomber des cloisons et qui permet de mettre en commun des fonctions qui vont permettre ces rencontres, ceci bénéficie au lien social et qui est un des ingrédients essentiels au bien-être. Et en complément, l'objectif par cet échange avec vous aujourd'hui, c'était de se dire que le bien-être dans les logements, c'est un enjeu fondamental qui a un peu un côté intimidant, surtout quand on parle de lien social et de choses sur lesquelles finalement il est difficile d'avoir une prise technique. Pour autant, la démonstration et le partage qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup d'envie de faire à toutes les échelles et que c'est une thématique qu'il ne faut pas oublier et qu'il faut oublier à aucune phase de conception et surtout se dire que c'est par des petites et grandes interventions qu'on peut mettre cette problématique au cœur de notre intervention et au cœur de votre intervention. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est qu'on reparte tous avec l'idée qu'à chaque étape et à chaque échelle de conception du projet, la notion de bien-être doit être présente et peut se régler par des grands enjeux, par des grandes discussions, mais aussi par des choses assez concrètes et qu'on espère pouvoir insuffler dans chacune nos rôles respectifs dans la fabrique du logement. Si vous voulez en savoir plus avec le QR code, vous pouvez télécharger notre livret. Nous avons également quelques exemplaires, il n'y en aura pas pour tout le monde, mais surtout là, on vous engage à nous poser vos questions. Quelqu'un veut peut-être s'exprimer dès maintenant. Bonjour. Donc Emmanuel Weibel du Crédit Mutuel Immobilier. Juste un point sur les cloisons escamotables, parce que je voudrais savoir comment ça fonctionne pour que ça se passe aussi facilement et simplement que vous l'avez présenté. C'est parce que quand on imagine maintenant le système constructif de poteaux dalles, poteaux poutres, ça permet pour nous de créer, surtout quand on est aussi en celleté, en bois, de créer de faux planchers ou faux plafonds, ça dépend. Et donc on peut passer toute la partie de fluide, de CVC et d'électricité sur les faux planchers, faux plafonds. Du coup, ça libère pour pouvoir mieux adapter, pouvoir créer ces cloisons escamotables. Après, évidemment, il y a l'intelligence du projet, de pouvoir placer la partie de verticalité un peu concentrée sur quelque part pour qu'on puisse faire rentrer ces cloisons comme on avait représenté. Donc, après, c'est notre rôle d'architecte de trouver l'intelligence du projet d'après la forme du bâtiment. Mais techniquement, maintenant qu'on peut utiliser qu'on s'est libéré un peu des banches, de béton banché, qu'on peut faire les structures potodales, qui avant c'était quelque chose qui n'était pas dans la pratique courante, ça nous permet beaucoup plus de possibilités, de projets même pour nous, et de facilités pour les intervenants. C'est dans ce sens-là. Ah. 9 mètres sur 9 mètres avec la cuisine au milieu et les cloisons qui bougent. Ah, c'est super. Ah ouais. Ah, donc c'est bien alors. Ah, ça nous conforte. Comme quoi, hein. Faut retourner au passé. Il n'y a pas besoin de béton en fait. Ah, voilà. Enfin, si, il y a des murs sans briques et le toit en poutre alourdi, mais bref. Et donc c'est la même paroi qui se promène un peu partout. Non. Il y a 4 parois. Oui. Il y a une captation, si vous ne parlez pas dans le micro, vous ne serez pas capté. Oui, donc pour comprendre également, parce que vous avez montré plusieurs schémas, c'est la même paroi qui se promène dans le logement ou vous avez 3-4 parois? Non, il y a 3-4 parois. Ok, compris.
Et après, là, c'est vrai qu'on a proposé une réponse un peu, entre guillemets, jusqu'au boutiste, en tout cas maximale. Après, on peut envisager que, par exemple, ce soit une cloison entre une chambre et le salon pour pouvoir agrandir le salon ponctuellement. Enfin, il y a différents degrés de gradabilité pour arriver à cette flexibilité. Bonjour, François Correa, Car Promotion. Je voulais une question sur l'hall inclusif, un concept que j'aime beaucoup et qu'on porte beaucoup chez nous pour créer des espaces de convivialité au sein de nos résidences. Et du coup, est-ce que la problématique du décret vélo, effectivement, qui impose des locaux fermés, sécurisés, est-ce que c'est compatible? Est-ce qu'il y a des solutions en face ou est-ce qu'il y a encore des sujets à réflexion? Pour moi, la notion de fermeture, effectivement, elle est déjà présente dans le hall. Et donc, effectivement, c'est s'assurer que ce qui aujourd'hui est souvent des doubles sécurisations de hall plus une sécurisation du local vélo, de considérer que là, la sécurisation du hall suffit à justifier du respect de la réglementation et permet, et le respect de la réglementation et le fait que ces locaux qui deviennent extrêmement généreux, et c'est pour le mieux et pour la pratique, soient aussi des locaux où on se sente bien, parce que voilà, nous on a beaucoup discuté de ce sujet-là et on a cette inquiétude que la simple surface ne réponde pas du tout à l'enjeu de la mobilité douce et qu'il faille plus que de la surface, qu'il faille des locaux aménageables et aménagés pour voilà, pour pas les subir et pour bien que ça ait la vocation initiale d'inciter à la pratique. Très rapide, la dernière, s'il vous plaît, merci. Bonjour, Pascal Boucher pour Podelia à Angers. De plus en plus, on a au niveau des projets des collectivités en fait, cette aide à la maîtrise d'usage, hein, ce qu'on appelle en fait, toutes ces équipes qui se réunissent, que ce soit des architectes, les collectivités, les habitants, pour essayer de définir leurs besoins et donc pour habiter mieux effectivement. Et donc la notion de bien-être, bien évidemment, à partir du moment où les besoins sont pris en considération, on habite un peu mieux son logement et son quartier. Nous, on avait porté un projet comme ça à l'époque des bâtiments à énergie positive, avec des sociologues notamment, avec une sorte d'enquête comme vous aviez faite, mais on avait été interroger des habitants de la ville d'Angers, puisque notamment dans le logement social, au niveau du locatif, on ne peut pas préattribuer des logements sociaux. Donc c'est très difficile d'aller voir les futurs locataires. Donc on s'est inspiré auprès des habitants angevins pour aller faire ces enquêtes et faire notamment des halls assez transparents, lumineux, etc. On est à une définition des besoins qui était très intéressante. Merci. Juste, c'est pas une réponse parce qu'effectivement c'est pas tout à fait une question, c'est un témoignage. Mais est-ce qu'on peut dire aussi par rapport à cette maîtrise d'usage que vous évoquez, c'est qu'effectivement dans tous les cas, quand on arrive à instaurer un dialogue avec des futurs utilisateurs ou des utilisateurs présents et qui peuvent représenter les futurs utilisateurs, on a toujours une meilleure réponse. Et Elsa comme moi, nous pratiquons beaucoup ce genre de dialogue avec les habitants. Yasmine Boudjena, première adjointe à la ville de Bagneux, peut en témoigner également. Merci beaucoup. On va être obligé d'interrompre la séance de questions. Par contre, n'hésitez pas, je ne pense pas que les intervenants quittent tout de suite les lieux. Il y a des points café, il y a des points avec des petites viennoiseries et n'hésitez pas à continuer de discuter en direct avec elles de façon informelle.